Une soupe cuisinée avec des légumes bons à jeter, un boulanger à la conquête de la Biélorussie, un chercheur qui rêve d'hortensia jaune et des voitures réparées pour pas un sou. Bienvenue à Angers pour ce nouveau numéro d'Itinéraire Bis. Angers est, selon un classement récent, la première ville en France où il fait bon vivre. Au confluent de la Maine et de la Loire, cette cité de 150 000 habitants cultive une certaine douceur de vivre, célébrée dès le XVIe siècle par le poète Joachim du Bellay qui le premier mentionne la douceur angevine. À l'abri des 17 imposantes tours de schiste du château, les Angevins cultivent leur discrétion, une ville paisible qui sert même de test aux grandes marques avant de lancer leurs nouveaux produits au niveau national, comme l'a fait Michel Galloyer, petit boulanger angevin parti à la conquête du monde, avec lequel Julie a maintenant rendez-vous. Il a mis les mains dans la pâte pour la première fois à l'âge de 14 ans. Depuis, il n'a cessé de faire du pain et de la pâtisserie. Formé chez Le Nôtre à Paris, il a conquis le monde, ou presque, avec ses recettes traditionnelles. Ici, tout le monde connaît son visage et son appétit insatiable. J'ai maintenant rendez-vous avec un boulanger devenu homme d'affaires, Michel Galloyer. Bonjour. Voilà, comme ça tu mets. Oui. Voilà. Bonjour Michel. Bonjour, Vous mettez encore la main à la pâte dans vos boulangeries? je mets de temps en temps les mains à la pâte, surtout pour des produits nouveaux ou quand il y a besoin de rectifier certaines choses. Après tant d'années, la passion est intacte. Oui, la passion, ça ne s'enlève pas, parce que si j'étais pas passionné, je serais déjà arrêté. Alors votre histoire, elle a débuté, en tout cas elle a explosé ici, à Angers. En 1976, vous ouvrez la pâtisserie-chocolaterie Le Trianon. Très vite, ça devient un lieu incontournable pour les Angevins. Et puis aujourd'hui, quelques années plus tard, vous avez 29 boutiques en France, 17 franchises à l'étranger. C'est énorme. C'est quoi la recette du succès, Michel? Toujours avoir envie d'apprendre l'excellence. Et l'excellence vient avant tout par être bien formé. C'est quoi l'excellence finalement dans une baguette, dans un croissant? L'excellence, avant tout, c'est la méthodologie. Par exemple, un croissant, quand on regarde un croissant banal, comme ça, comme on en voit plein, un croissant, c'est ça avant tout. Un Ça croissant, respire. Il y a des ça petites respire alvéoles. parce que c'est bien fait, il y a la méthodologie, il y a un beurre, il y a le beurre en quantité suffisante dans le croissant et tout. Il y a le nez, ce qui est important. Ça sent bon. Voilà. Ça sent le beurre. Le premier truc qu'on sent, on sent le beurre frais. Quand on mange un croissant, on a envie d'en manger un deuxième. Voilà. Voilà. Il y a encore beaucoup de Ça, c'est un boulangeries mini. qui font leurs pâtes. On se pose la question Pas finalement. assez. Pas assez, hein. Voilà. Pour moi, c'est un drame parce que on arrive maintenant, il y a 3/4 des produits qui sortent tous de la même cabane et pas forcément une bonne maison. Allez, Voilà. c'est autorisé de goûter dans le labo? Bien sûr, pas de problème. Ouais, Voilà. ouais, on est d'accord que le vrai croissant, le croissant au beurre, hein. Croissant beurre, Pas de beurre, pas de Voilà. croissant. pas de Non, croissant. c'est super bon. Alors là, Michel, on est tout près du château, on est dans le vieil Angers, hein, c'est ça? Oui, on est particulièrement rue Saint-Évroult, on prend la rue Rangeard et c'est ce qui s'appelle la cité d'Angers, D'accord. où il y a vraiment des belles demeures et les gens qui habitent ici, ils habitent un village. Vous y êtes attaché, vous, à cette ville d'Angers, Michel? Moi, je suis attaché parce que finalement,
J'ai fait toute ma carrière ici et moi je suis né en Mayenne, mais bon, mes racines sont à Angers. Alors justement, Michel, vous nous emmenez dans un endroit que vous aimez tout particulièrement. C'est à 2 pas du musée des Beaux-Arts. C'est une galerie, c'est ça? Oui, c'est une ancienne abbatiale où David d'Angers, où il y a toutes les reproductions de David d'Angers, le célèbre sculpteur. Voilà. Je crois que c'est un lieu particulièrement joli. On va voir ça? C'est très très beau. Je vous suis. Alors c'est ici, cette C'est belle, ici. Oh. Ah ouais, donc ouais, on voit bien cette belle l'ancienne galerie, abbatiale. c'est Oh, c'est vraiment magnifique. avec un toit en miroiterie. Ah, Voilà. superbe. Je crois que les travaux ont duré 10 ans. Michel, c'est un lieu incroyable, une lumière, c'est vraiment magnifique. Pourquoi vous avez choisi de nous emmener ici? J'ai choisi de vous emmener ici parce que c'est un musée que j'aime bien et en plus que je connais un peu plus parce qu'en 84, quand il était inauguré, on avait fait cette abbatiale, on l'avait reproduit en sucre. En sucre. David d'Angers, c'est un sculpteur qui a notamment au XIXe siècle fait le fronton du Panthéon de Paris. Et un peu comme vous, finalement, c'est un Angevin qui est parti à la conquête de Paris. C'est ça, mais j'aime bien dans David d'Angers, moi c'était quelqu'un qui aimait, comme, je pense comme moi, qui aimait le beau. Le beau et pourquoi pas le très beau. Pas forcément le très cher, mais le bon goût. Alors Michel, il y a cette galerie et puis il y a beaucoup d'autres choses à Angers. Cette ville, elle a un passé prestigieux. Oui, elle a un passé prestigieux. En plus, elle a des très beaux matériaux. Vous avez l'ardoise d'Angers qui est au sol, là, et de Trélazé. De Trélazé, juste à côté. Exactement, exactement. Vous avez tous les tuffeaux qui est quand même l'histoire de la pierre des châteaux royaux, de toute la vallée de la Loire. Eh ben, on voit que vous y êtes attaché à cette ville. Nous, on a voulu savoir si c'était le cas des Angevins. On leur a posé la question, savoir ce qu'ils en pensaient. On les écoute tout de suite. Une ville, j'ai envie de dire à taille humaine, vraiment. Vivante, agréable. Bah, la douceur angevine, il fait bon, franchement. Ah oui, clairement, non. Moi je sais que Paris me rendait mauvaise. On va pester plus facilement, on va être impatient plus facilement, on va normalement tirer la gueule parce que c'est des habitudes parisiennes, mais pas ici. Non, c'est une ville où il fait bon vivre, il y a beaucoup de jardins publics, c'est bien décoré, donc c'est une ville sympa. Oui, il y a beaucoup d'espaces verts. Et ce que je regrette un peu sur cette place du ralliement, c'est que, eh bien, elle soit pas davantage verte. C'est une ville normale, je sais pas, accessible, sympa, ouverte. Le centre-ville, vous voyez, il n'y a pas une voiture. Venir travailler à pied, que je pouvais pas faire avant, c'est très agréable. Et puis c'est une très belle région en plus. Oui, les bords de Loire, c'est fabuleux. Ce qui manque un peu, c'est du travail pour tous. Je crois que c'est le moment, mais autrement, non, c'est très agréable. Je vois pas beaucoup d'aspects négatifs, donc c'est déjà bien. C'est déjà bien. Centre-ville sans voiture, nouveau tramway, jardin botanique, Angers a même la particularité de posséder sur son territoire une île, 600 hectares, de près entièrement dévolue au pâturage des animaux l'été et recouverte d'eau l'hiver. Pour découvrir l'île Saint-Aubin, il vous faudra cependant prendre le bac et marcher. Les voitures y sont interdites et pour cause, l'espace est classé Natura 2000 pour la rareté et la fragilité des espèces sauvages, animales et végétales qu'on y trouve. Un petit coin de paradis dans un département connu pour la production de plantes et de fleurs. Hiver comme été, on trouve ici des roses, des lys, des gerbéras, un bouquet de couleurs et de senteurs et un savoir-faire familial presque centenaire. Et plutôt que de baisser les bras face à la concurrence de la rose africaine ou équatorienne, Guillaume Froger a décidé de se retrousser les manches. Bonjour. Je vous en prie. Incroyable.
On peut avoir des serres avec des fleurs et autant de couleurs en plein hiver. Oui, 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 toujours. Oh, c'est magnifique. Alors là, c'est l'arc-en-ciel presque. Bon, je crois qu'il n'y a pas de bleu, mais franchement... Non, il n'y a pas de bleu, mais effectivement, il y a beaucoup de couleurs. Et tout au long de l'année, on essaie d'avoir une production bien régulière dans le Gerbera, comme dans d'autres cultures telles que la rose, le chrysanthème et l'alstroméria. Des milliers de fleurs. Alors, à Aix-en-Provence, c'est les calissons. Près d'Angers, la spécialité, c'est les fleurs, voilà, les plantes, ouais, l'horticole en général. Donc, comment ça se fait? Il y a une spécialité, il y a un microclimat dans le coin? Alors plus précisément sur Sainte-Jamme, là nous on est au confluent de la Loire et de la Maine et on a ce qu'on appelle ici le triangle vert et beaucoup d'entreprises se sont implantées donc à Sainte-Jamme-sur-Loire, donc il y a une commune très horticole et ce microclimat bénéficie à bon nombre d'entreprises effectivement. Oui. C'est quoi votre fleur préférée? Ouais, moi j'aime beaucoup la tulipe et j'aime beaucoup la pivoine qui sont des fleurs de saison et puis bon il y a toujours la rose qui est la fleur je dirais magique et essentielle dans une gamme d'un horticulteur. On va la voir, cette fleur magique? Alors oui, on va aller la voir, on va finir notre petit tour dans les Gerbera, puis ensuite je vais vous emmener voir les roses. Allez, je vous suis, c'est un bonheur. Et on ne mélange pas les couleurs, hein. Chacun est... Ici, dans le coin, dans la région, il y avait 750 entreprises il y a 7 ans. Aujourd'hui, il y en a presque 50 de moins. La filière du végétal va mal? Bah effectivement, oui, là, on peut dire que la filière du végétal souffre actuellement face à une concurrence quelque part déloyale, dans le sens où quand vous avez des roses qui arrivent d'Afrique, où ils n'ont pas besoin de structure de serre, pas besoin de chauffage, pas besoin d'éclairage, où la main-d'œuvre est quasiment pas gratuite, mais à des coûts dérisoires, qu'est-ce qu'on doit faire? Le problème pour vous, vous le dites, c'est la concurrence, et notamment sur la rose. Alors justement, je vous ai amené, elle est juste là. Une petite rose qu'on a achetée ce matin dans le centre-ville d'Angers. D'après vous, cette rose, elle vient d'où? Ça, c'est une rose qui est cultivée en Hollande. Exactement. Et c'est une thaléa. Bravo. C'est ça? Elle a quoi comme différence avec les roses qu'on va trouver ici chez vous? Alors nous, on se dit que quelque part, il y a une chose qui joue en notre faveur, c'est la fraîcheur. Hein. On cueille les roses le matin, on les conditionne dans la foulée et elles sont mises à la vente, je dirais, pratiquement le jour même ou le lendemain. Il faut savoir qu'une rose qui arrive du Kenya ou d'Afrique ou d'Équateur, elle a passé peut-être 5-6 jours dans des transports. C'est des variétés, la Jumilia, c'est cette variété-là. Donc c'est une variété... Celle-là, elle ne peut pas faire le tour du monde en avion. Voilà. Plus difficilement, parce qu'on demande, là elles ne sont pas bonnes à être cueillies, mais on lui demande d'être un petit peu plus épanouie avant la récolte. Donc si vous voulez une rose comme ça, si vous la mettez dans un carton, vous allez abîmer le pétale, et forcément quand elle va arriver chez le fleuriste, elle ne sera pas de bonne qualité. Et puis ça, si une rose comme ça, vous la coupez et que vous la mettez dans un vase, c'est une rose qui va tenir 15 jours. Ah ouais, c'est énorme. Là, vous repartez avec une rose comme ça tout à l'heure, et dans 15 jours, vous l'avez encore. Voilà, comme ça, vous aurez l'opportunité de tester la qualité. Merci beaucoup. Des roses produites en Angers. Offrir des roses, une tradition qu'on ne devrait jamais perdre. Voilà. Merci Guillaume. De rien. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Horticulture, maraîchage, semences, plantes médicinales, aux portes d'Angers, les métiers du végétal ont leur pôle de compétitivité. Dans les locaux de Végépolis, plus de 400 chercheurs de l'INRA ou de l'Université de la ville travaillent sur les végétaux de demain. Après avoir analysé l'ADN des plantes au microscope électronique, ils croisent les espèces dans leur tube à essai avant de les tester in vivo dans les tunnels de recherche où Julie a maintenant rendez-vous. Depuis 2 ans, il sélectionne et marie les espèces d'hortensia. Il espère créer de nouvelles espèces plus résistantes, plus florifères. Une course contre la montre pour sauver une filière mal en point. J'ai maintenant rendez-vous avec Maxime Buchalet, chercheur à Végépolis.
Bonjour Maxime. Bonjour. Que de plantes. Alors on est dans un tunnel de recherche. Ici, vous mariez des espèces d'hortensia avec d'autres espèces de la même famille. Pourquoi faire? C'est quoi l'objectif? Alors l'objectif c'est d'avoir de nouvelles plantes innovantes. Alors l'hortensia on le connaît bien, il est, vous l'avez à représentation surtout en Bretagne, avec une forme globuleuse. C'est l'hortensia classique. Après, il y a des espèces différentes qui ont des formes plates. Il y a des espèces qui ont des couleurs un petit peu différentes, des feuillages qui sont persistants ou pas. Et donc, on va essayer de cumuler tout un tas de caractéristiques qui sont dans différentes espèces dans une seule, l'hortensia qui est la plus connue et la plus ornementale. Et si vous voulez, je peux aller vous montrer ce que ça donne. On y va Maxime, je vous suis. On va juste à côté voir les plantes qui sont issues des croisements de sélection. Ah oui, oh là là, c'est très très vert du coup. Donc ça, c'est les espèces que vous créez. Donc ici, on est dans le tunnel d'expérimentation et donc vous voyez ici un feuillage vert alors que les plantes à côté sont en train de perdre leurs feuilles. Normalement, on devrait avoir quasiment plus de feuilles à cette saison-là et même une fleur, vous permettez qu'il y ait des fleurs alors que... Alors voilà, on travaille aussi sur la remontée de floraison. Donc jolie. par exemple, des plantes qui sont capables de refleurir à différents moments de la saison. Donc, On est sur une méthode traditionnelle, hein. Il n'y a pas d'organisme génétiquement modifié là dans ces tunnels. Hein. Non, en effet, on est sur une méthode traditionnelle, on pourrait presque dire empirique, où on va justement mettre du pollen sur la fleur femelle et puis ensuite les petites graines vont se développer et donner les plantes que vous avez autour de vous. En quoi finalement aujourd'hui la recherche fondamentale peut aider la filière horticole qui est en crise? Les gens cherchent toujours d'avoir quelque chose d'original, nouveau, pour pas être comme Monsieur Tout le Monde et avoir exactement un hortensia de forme globuleuse qu'on peut trouver facilement en Bretagne et qui soit rose foncé. Alors je crois savoir Maxime que le Graal du chercheur, ça serait d'obtenir quelque chose qui n'existe absolument pas, oui, un hortensia jaune. En effet, un hortensia jaune, ça serait vraiment l'idéal, ou un hortensia parfumé. Chaque année, un Français jette en moyenne 20 kilos de nourriture, un gaspillage phénoménal quand on sait qu'on pourrait nourrir près de 200 millions de personnes rien qu'avec le gâchis alimentaire en Europe. À Angers, un collectif a décidé de sensibiliser les habitants d'une manière très originale en leur servant une soupe faite avec des légumes récupérés. Oui, il est temps. Donc l'idée c'est simple, on présente le collectif rapidement, notre action, et puis on leur demande si ils ont des fruits et légumes à jeter. Bonjour, Julie, enchantée. Bonjour, bonjour, bonjour Alban, bonjour. Bonjour, il y a du monde. Alors on est en plein centre-ville sur le marché Lafayette. Alban. Voilà, c'est ça. C'est un bon moment pour faire de la récup? Voilà, c'est le meilleur moment puisque c'est la fin du marché. Hein. Donc là les gens remballent, il faut peut-être qu'on se dépêche même pour trouver encore des choses à récupérer. Bah, je vous suis, allez, on y va. Bonjour. On fait partie d'un collectif qui mène des actions contre le gaspillage alimentaire. Et on voulait savoir si vous n'avez pas des déchets, justement, des choses que vous allez jeter et pas utiliser. Vous avez des fans de carottes, Carottes, vous avez des fans de navets, vous avez des fans de poireaux. Super, parfait. Même les fans, on récupère, Alban? Ouais, même les fans, parce que par exemple, les fans de carottes et les fans de navets, c'est pas le même goût, quoi, hein. Mais ça se réutilise très bien. Ouais. Ça, on peut mettre dans de la soupe, ça donne du goût. Ouais. Là, peut-être aller à droite. À droite, on n'a pas fait, ouais. Et on voulait savoir si vous ne restez pas des choses que vous allez jeter. Parfait. Des petites carottes, ouais. Ouais, bah ça c'est parfait. Ok. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon voilà Alban, là on a tout ce que vous avez récupéré. Pour l'instant on allait voir les Ouais, commerçants. dans cette première phase, ouais. Alors là on a des fruits et des légumes de saison, des tomates un peu abîmées, des fans, du raisin qui a bien vécu. Il n'y a pas de risque à récupérer des aliments comme ça, à les consommer? Non, parce qu'on fait vraiment un gros tri, hein. C'est clair, tout ce qui est moisi, etc., on le met de côté. Et puis ensuite, là, sur ces raisins, on va faire une compote, donc on va le chauffer, il n'y a vraiment aucun risque là-dessus. Je le connais.
ici à l'association avec tous ces légumes et on va cuisiner. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça, Véronique? Et bien là, on va préparer une première soupe avec des pommes de terre et des potimarrons. Et ça, c'est des choses finalement qu'on vient de récupérer, qui seraient parties à la poubelle sinon. Du gaspillage alimentaire en France, il y en a beaucoup aujourd'hui? Oui, il est présent partout. Il est présent dans les ménages, dans la restauration collective, la restauration commerciale et aussi dans la grande distribution. C'est aussi partout, dans tous les pays occidentalisés. On pourrait ne pas faire ces soupes là, mais c'est plutôt une sorte d'éthique. Plutôt que de gaspiller, autant l'utiliser. Ouais. Ça prend du temps, tout ça c'est de l'investissement. Il y a comme ça une base de solidarité dans cette ville d'Angers? Par exemple, là pour cette soupe, pourquoi c'était possible? Parce que tout le réseau a été mis en place. Oui, c'est ce qu'on a vu, Gabriel, lui, fait partie d'Incroyable Comestible. Jacques, toi, tu es au collectif de soutien pour les sans-papiers. Terre de Liens. Terre de Liens aussi. Et il y a du réseau qui se crée entre toutes ces associations, toutes ces solidarités. Voilà, c'est ça votre force finalement. Alors à Angers, on sait qu'il y a plein de petites associations multiples sur plein de sujets différents. Alors je ne sais pas si c'est propre à Angers, mais là récemment, des collectifs d'associations se sont créés. Je pense au collectif de transition citoyenne qui, sur un temps donné, a regroupé une 50aine d'associations. Et en plus, plus on est nombreux, moins on est pessimiste finalement. Voilà, ensemble. Ouais. Bon, et ben, on va la terminer cette soupe parce que si on veut aller l'offrir dans le centre-ville, il faut s'activer. Ouais, allez, je vais faire au boulot. C'est un délice. Non, en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Alors cette soupe, on l'avait faite, on la goûte, elle est très bonne. Le principe, c'est quoi après? C'est d'aller l'offrir aux passants, c'est ça? Alors c'est de se mettre sur la voie publique et d'essayer d'attirer les passants à venir goûter avec nous. Mais l'idée, c'est pas la soupe populaire, c'est pas offrir de la soupe à ceux qui sont dans le besoin. Pour vous, c'est pas ça? Non, c'est les gens qui passent, c'est n'importe qui. Voilà, tous ceux qui veulent la goûter. Et il y a une discussion autour du gâchis, les gens vous disent ah oui, moi aussi je jette trop. Ouais. Ça marche. Bon, on va aller à leur rencontre alors, voir s'ils la trouvent bonne cette soupe. Allez, allons-y. Ah, ici aussi on goûte la soupe. Alors, elle est bonne ou pas? Ouais. Et madame, vous savez, en dehors du fait que ça soit des légumes, vous savez d'où ils viennent les légumes qui sont dans cette soupe? Récents marché. Ça vous surprend? Non, pas du tout. Le jour, là, j'étais à la fin du marché, j'étais acheté des fruits, des légumes. Eh bien, après, j'ai dit, bon, bah, tout le monde part, j'ai regardé dans les poubelles. J'ai trouvé un cachot de sardines. En tout cas, elle est très bonne. Elle est très bonne, hein. Ouais, elle est bonne. Hein. Mais le vin, un délice. Vous savez d'où viennent les légumes de cette soupe? On m'a dit que c'était des rebuts de marché. Je suis toujours malade quand je jette de la nourriture. Quand je vois jeter de la nourriture, quand une assiette de mes enfants n'est pas terminée, ça me fait du mal. Avant de se quitter, pour fêter la soupe, on va faire une petite photo tous ensemble. Ah ouais? Voilà. Alors, et ceux qui ont goûté la soupe aussi sont les bienvenus sur la photo. Voilà. Alors, ils sont beaux. Et à 3, on dit soupe. Non, c'est... Angers solidaire. Ici, plus qu'ailleurs, la ville revendique son attachement à des valeurs humanistes. Dès 1998, elle s'est dotée d'une charte culture et solidarité. Aujourd'hui, sans voiture, certains galèrent. J'ai maintenant rendez-vous avec un garage solidaire. Bonjour Denis. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre garage. Vous me faites visiter, ça a l'air assez immense quand même, une belle surface pour un garage. Oui, c'est une belle surface. Hein. Donc on a actuellement 5 postes de travail. Hein. Donc on est équipé exactement comme un garage conventionnel. C'est un grand garage, oui, classique, mais
finalement, on ne le voit pas comme ça, mais c'est un garage pas comme les autres, puisque c'est un garage solidaire. C'est quoi le principe exactement? Alors le principe, c'est bon, le garage est ouvert à tout le monde. Hein, c'est-à-dire que tout le monde peut venir pour faire réparer sa voiture ici. Simplement, on va tenir compte des ressources des personnes pour indexer dessus le taux horaire. En tarif, ça donne quoi? En tarif, ça va donner un taux horaire pour des personnes qui sont aux minima sociaux à 34 € de l'heure. Contre un tarif classique? Contre un tarif classique à 51 €, actuellement dans le garage, toujours pareil, sans TVA. Alors c'est un garage qui a été ouvert il y a 4 ans par le Secours catholique. C'était quoi l'idée? C'était quoi la volonté? Déjà pour trouver un emploi, la plupart du temps, les gens ont besoin d'un véhicule, ils ont besoin d'être véhiculés. Et puis ensuite, bon, pour pouvoir avoir une vie sociale qui est très importante pour éviter d'être trop isolé. C'est impératif de pouvoir se déplacer, aller voir les enfants, par exemple si on est séparé ou voilà, si la famille habite loin. Voilà. Donc pour continuer à avoir une vie sociale, et donc, il faut une voiture. Il faut une voiture, et vous permettez ça. Alors, vous dirigez ce garage, vous êtes combien de salariés ici? Alors en tout, nous sommes 9. Et nous avons une particularité, c'est que nous sommes aussi une entreprise d'insertion. Alors à savoir que 3 des postes de mécaniciens sont des mécaniciens qui seront en insertion. Et Denis, il y en a quelques-uns des véhicules là sur votre parking. Alors ici, vous allez vendre des voitures entre 1000 et 3000 €. C'est vraiment pas cher, mais c'est pas ouvert à tout le monde. Non, c'est pas ouvert à tout le monde. La vente de véhicules est exclusivement réservée aux personnes qui sont aux minima sociaux ou qui ont un quotient familial inférieur à 706 €. Alors Denis, cette Kangoo, elle est à vendre. Je vois 306 000 km. Il n'est pas bon à aller à la casse avec autant de kilomètres. Non, en fait, il va falloir regarder un petit peu l'entretien. La majorité des personnes considèrent qu'une voiture qui a 200 000, c'est une voiture qui est foutue. On peut les pousser jusqu'à combien, des voitures diesel? Encore une fois, tout dépend de l'entretien. Mais une voiture diesel telle que celle-là peut atteindre les 400 000, oui. La vente des véhicules fonctionne en fait grâce aux dons de voitures. Qui sont ces gens justement alors qui viennent donner leur voiture? Des particuliers qui ont besoin de remplacer leur véhicule et leur ancien véhicule, donc ils souhaitent qu'il ait une deuxième vie. Vous avez des belles histoires ici de gens qui ont été presque sauvés par ces voitures? Oui, tout à fait. Oui, on a des personnes qui reviennent nous voir pour nous dire voilà, grâce à vous j'ai retrouvé un emploi, du coup j'ai pu retrouver un appartement plus grand, voilà, des choses comme ça. Ça c'est pas rien, c'est de l'émotion, c'est pour ça que vous aimez faire ce que vous faites aussi. Oui, tout à fait, bien sûr, évidemment. Oui, c'est un peu notre carburant. Oui. Et longue vie à Solidar Auto. Merci. Et avant de se quitter, Denis, c'est la tradition, on fait une petite photo avec tout le monde dans l'atelier. Super. Allez, on est parti. D'accord. Allez, tout le monde pour la photo. On choisit quoi, la plus belle voiture? Allez, on va se mettre là avec tout le monde. Photo de tout le monde avant de partir. Vous êtes prêts pour la photo? On fait deux rangs, les plus petits devant. Allez. Va devant, toi. Il faut toujours qu'il y en ait un qui se cache. Tout le monde est là, hein. C'est bon? Si vous souhaitez poursuivre cette balade à la découverte de la ville, 3 ouvrages sélectionnés par Cécile, Pauline et Martine de la librairie Contact à Angers. Le premier, Angers, par-dessus les toits, un livre de magnifiques photos réalisé par Daniel Garando avec un système de ballon dirigeable. Le deuxième, un polar intitulé Le mystère de la rose angevine, un roman policier palpitant écrit par Delphine Guillien-Chalençonnet. Et enfin, 2 ouvrages pour les enfants, Joachim le petit Angevin à la découverte du château du roi René et des plantes en Anjou. On ne pouvait pas terminer cette émission sans un peu de culture. Sur les bords de la Maine, le Quai, salle de spectacle et de danse, accueille depuis 7 ans la LIMA, la Ligue d'improvisation angevine, une troupe d'amateurs qui joue avec malin plaisir, avec les mots et les situations. A bientôt pour une nouvelle balade dans une France inattendue. Je ne pourrais pas le dire dans un endroit comme ça, mais ça me fait plaisir de l'enterrer, cette vieille saloperie. Ouais, moi. Pendant des années, il a eu une santé de fer alors qu'on était tout crevard. On va pouvoir récupérer son dessert à l'hospice. Improvisation mixte dont le titre est Itinéraire bis. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre pour une durée de 3 minutes. Shit.